Salut, c'est Antoine Goya, c'est une entrevue pour la chaîne à gauche. Et puis, C'est quoi être de gauche pour toi? je dirais que c'est lorsque ton intérêt premier est de faire en sorte que les classes laborieuses aient une amélioration de leurs conditions de vie, un truc comme ça. Tu vois, genre, voilà. Mais tu vois, en citant des classes laborieuses, c'est-à-dire, je sais pas, le but, c'est pas d'améliorer le mode de vie de tout le monde, parce que forcément, si tu améliores le mode de vie de certains, tu vas devoir prendre le peu à d'autres. Tu vois, donc vraiment, voilà, se baser sur les classes les plus, on va dire, les plus défavorisées. Parce que du coup, effectivement, il y a peut-être des gens qui travaillent pas et qui ont besoin aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Je pense aux personnes qui ont des handicaps ou ce genre de choses. Mais bon, voilà, on va dire, les plus défavorisés qu'ils aient, on va dire, une meilleure condition de vie. Voilà. Au moins, ça, c'est vraiment je pense, le minimum. Tu es perçu par une partie de la gauche comme confus, rouge-brun, voire soralien. Non, j'ai jamais été soralien. En fait, tu sais, mais comme tout le monde, tu vois, j'écoutais, mais parce que c'était marrant. Tu vois ce que je veux dire? Mais au tout début, ça devait être quand ils se prenaient la tête, même avant qu'ils se prennent la tête avec Manuel Valls et tout. Et puis, je sais pas, à un moment donné, il a dit de la merde sur la vie d'Adèle. Et puis, j'ai compris, tu vois, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il était sur mon champ de compétences très précis et le cinéma, il racontait n'importe quoi. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, je me dis, ok, mais du coup, je veux dire, déjà, je voyais qu'il racontait un peu des conneries, qu'il était déjà obsédé par les juifs et tout. Et après, à partir de ce moment-là, bon, tu vois, genre, voilà, dans un domaine très précis, bon, d'ailleurs, je me souviens, il était là, il dit, ouais, mais de toute façon, les réalisateurs, ils placent la caméra au pif et tout, enfin, des trucs comme ça. Et puis, c'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que le mec, en fait, il y est toute intention de mise en scène dans un film, et tu comprends pourquoi son film, comment il s'appelle, Confession d'un dragueur, et il est aussi visuellement laid. Tu vois, visuellement, pour ces téléfilms. Sur le film, il peut être un peu intéressant, mais tu vois, genre, visuellement, c'est un téléfilm. Euh, et puis donc du coup, voilà, tu comprends pourquoi je fais ça qui moche. Et donc voilà, donc là, non, j'ai jamais été soralien. Après, j'étais un peu plus rouge-brun au niveau des élections, on va dire en 2017. Mais franchement, c'est assez vite, c'est reparti comme c'est venu, tu vois. Enfin, c'était vraiment, je pense, que ça correspond. Je sais même pas trop. Voilà, ça n'a rien à voir avec, tu vois, avec Soral. Comment analyses-tu cette période de ton parcours politique? Bah, non, mais disons que je pense qu'il y a toujours des moments où on a peut-être plus d'affect un peu plus réactionnaire en fonction de la période de la vie où on est. Et puis, tu vois, en fait, on te rend compte que tu es peut-être dans une impasse actuellement politiquement. Et du coup, tu essaies de chercher un autre truc, tu vois bien que à gauche, bon, ça va pas bien. Tu vois que, la bourgeoisie, bon, c'est n'importe quoi. Et du coup, tu te dis, ah, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une ou deux idées à prendre là? Et puis après, tu te rends compte que c'est débile et que ça tient pas, et donc tu les abandonnes progressivement. Après, c'était plus des trucs, c'était pas le grand remplacement, ni rien de ce genre de choses-là. En plus, j'avais fait une vidéo quand j'avais parlé de ça. C'était pour parler d'Hannah Arendt. Vraiment rien à voir. C'est pour parler de la responsabilité. Comment il s'appelle, Renaud Camus, j'allais dire Albert. Renaud Camus, il avait une responsabilité dans un attentat en Nouvelle-Zélande, je sais plus, Christchurch, un truc comme ça. Et donc du coup, c'était pour parler de la notion en fait on va dire de responsabilité. Tu vois, est-ce qu'il y a une responsabilité? Moi, c'était une notion qui m'intéressait. Ça m'intéressait de voir ce que disait Hannah Arendt, mais il n'y avait pas du tout d'adhésion de ma part à ce truc-là. Mais non, voilà, il y a des moments où tu es un peu plus réac, quoi. Je pense qu'il y a des moments, et puis après, comment dire, et tu t'en reviens, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois, genre, par exemple, j'en sais rien, c'est pas du tout mon cas, mais genre, je sais pas, mettons, il y a des gens, et ils subissent une agression et tout, et puis après, ils sont là, ouais, il faut plus de sécurité dans les rues et ce genre de choses. Et puis, à un moment donné, bon, voilà, c'est passé, et puis, à un moment, tu te rends compte que, bon, ça va quand même, tu vois, genre, quand même sortir dans la rue, sans se faire tabasser, et que, bon, voilà, ça arrivé un truc une fois, puis tout à coup, ça mérite de mettre 150 caméras de surveillance partout, des flics partout, etc. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu ça. Tu te définis comme un social-démocrate ou autre? Non, mais moi, il est hors de question de me revendiquer sociodémocrate. Non, non, je n'ai pas de qualificatif. J'ai pas de qualificatif. Pour moi, sociodémocrate, c'est un peu une insulte. Mais non, j'ai pas de qualificatif. Après, je me dis, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que
comment dire, il y a des idées qui sont intéressantes. Bah, c'est pour ça que, tu vois, je peux lire à la fois Kropotkin, je peux lire, j'en sais rien, Marx, tu vois, ou que je peux lire Walter Benjamin, ou que je peux lire, bon, j'ai oublié Gramsci. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà, le truc, c'est ce qui m'intéresse, et que ça pense un peu, et que, voilà, des choses intéressantes à en tirer. Je veux pas me dire, voilà, moi, je suis là, dans cette doctrine-là, je n'en varierai pas, tu vois. Au contraire, je trouve ça intéressant, le fait qu'il y ait des idées contradictoires, qu'il y ait des visions de société contradictoires, mais on part quand même d'un constat commun, c'est-à-dire l'oppression de la bourgeoisie, enfin voilà, et de voir différentes portes de sortie. Y a-t-il une similitude entre ta trajectoire et celle de Paduring? Non, bah, je sais pas, j'ai mes convictions propres, il a ses convictions, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Après, forcément, on échange. Il y a des moments où on échange plus que d'autres, tu vois, mais ouais, enfin, après, globalement, sur le constat, on est d'accord, mais je pense qu'on a évolué tous les deux un peu en même temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'au début, je pense que c'était aussi un peu plus rouge-brun et qu'en fait, bah, on a eu une influence mutuelle, enfin, tu vois, dans un sens, tu vois ce que je veux dire? Après, lui, il a eu sans doute d'autres influences parce que je sais qu'il parle très avec pas mal de mecs là. Et son but là, c'est de faire ami-ami avec tous les mecs un peu à gauche. C'est pas du tout mon cas. Voilà, moi, parfois, il s'associe avec des gens qui sont des ennemis politiques. Mais voilà. On vous reproche une certaine indulgence avec des rouges bruns, mais avec Loïc Chéniaud, ce n'est pas le cas. Quelle est la différence? Non, mais attends. Loïc Chéniaud, depuis le début, il raconte n'importe quoi. Moi, j'aime bien. C'est à chaque fois que Padurin il s'amuse à faire un tweet sur Loïc Chéniaud. Moi, je vais pas être hater ou détesteur de Loïc Chéniaud depuis, je sais pas, 2016 ou 2017, un truc comme ça. Mais non, mais parce qu'au départ, il était, comment dire, il tradait avec un mec qui s'appelait Ernesto 2.0. Et ils faisaient des lives ensemble où ils racontaient mais des conneries sur conneries. Et le mec était là en train de s'énerver, en train de dire j'ai écrit un livre de 300 pages sur le fascisme, évidemment, ce que je sais, ce que c'est que le fascisme et tout. Et tu te dis, mais en quoi c'est un argument, tu vois, genre, c'est, à zéro moment, c'est un argument de dire t'as écrit un livre sur ça, tu sais ce que c'est que le fascisme et tout. Bon. Et je trouve pas. Ça, c'est juste un truc qui m'a marqué, tu vois, c'était il y a. Maintenant, il y a 7 ans, donc tu vois, genre voilà. Mais enfin, il y avait ce côté-là, et donc moi, je trouvais ça, enfin, je trouvais ça juste bête en fait. Ce qu'il disait, il y a des moments où je trouvais ça juste bête, ça. Et puis, j'aimais pas, tu sais, son ton hyper professoral. Moi, je sais, en plus, je me rappelle à l'époque, il avait devant 22 ans, un truc comme ça, tu vois, genre, arrête, c'est bon, de faire genre, tu apprends la vie à quelqu'un alors que tu as 22 ans. Et puis, il est là, je crois que l'époque, je sais pas, t'es déjà un enfant et tout. Il raconte, ouais, voilà, moi, j'ai des enfants et tout. Je suis marié, je suis un révolutionnaire et tout. Enfin, arrête de prendre au sérieux comme ça, tu vois, je veux dire. En fait, t'es ridicule, tu vois. Et donc, et puis, en fait, comment dire, en fait, c'était logique, en fait, sa progression était, je trouve, absolument, fondamentalement logique. Parce qu'en fait, il avait une sorte de détestation tu vois, pour tout ce qui doit être qualifié de gauchiste ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, bah, c'était, comment dire, en fait, il donne la continuité de son idéologie depuis le début. Et donc, bah voilà, en fait, enfin, voilà, c'était une évolution logique. Donc, ouais, je sais pas, après, en plus, le fait que lui, il avait sa volonté, tu vois, de monter son petit commerce, sa petite entreprise, avec un petit culte de la personnalité autour de lui. Enfin, sachant qu'à l'époque, il faisait déjà la promotion de pseudosciences, tu vois, genre des MP3 qui t'aident à dormir la nuit, des MP3 pour je sais pas quoi, contre les acouphènes, des MP3 qui font revenir l'être aimé, etc. Bah, tu vois, genre, c'est quelqu'un qui a immédiatement eu ma non-sympathie. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est juste un jeune paumé. Il a fait un groupe avec ses potes, ils ont fait des blagues et tout, et puis, euh, et puis voilà. Après, oui, effectivement, il y a le table à la mosquée. Est-ce que du coup, c'est le table à la mosquée? Non, mais après, enfin voilà, je veux dire, on peut passer à autre chose aussi à un moment donné et se rendre compte que bon, voilà, il y avait comment dire, des circonstances particulières. C'était la mort de Samuel Paty. Voilà, il était très affecté par ça. Je ne sais rien. Je peux faire la psychanalyse de comptoir si tu veux, mais enfin, voilà, t'as compris l'idée. C'est quoi ton style de film? Certains ont du mal à saisir car tu uses beaucoup de second degré dans tes critiques. Bah, j'aime les bons films. Mais non, il y a pas de, il y a aucun style. Il y a aucun style. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que
tu vois, enfin, je veux dire, j'ai pas besoin d'être là et de dire, oui, voilà, moi, je veux que le film, il soit comme ça. C'est pareil, c'est ce qu'on disait avant sur les anarchistes, les communistes, ou je sais pas quoi, tu vois, je ne veux pas me dire, voilà, je veux pas me fixer un dogme en disant, le film doit être comme ça, comme ça, comme ça. Après, évidemment, il y a du second degré, mais en fait, à partir du moment où tu as un doute, il y a 90% de chances que ça soit du second degré. Tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est, J'aime bien faire des tweets où je marque, oh non, mon Dieu, il y a de la musique dans ce film, c'est insupportable, on m'a volé mes émotions. Tout le monde a compris que c'est du second degré, parce que, tu vois, en plus, enfin, il suffit de voir les réponses, tu vois, il y a des mecs qui sont là, ils disent, et cette scène-là, tu l'aimes pas. Et je suis là, non, c'est horrible, il y a de la musique et tout, enfin, tu vois, alors que c'est un des films préférés, tu vois, enfin, il y a des trucs comme ça, ou alors, ouais, il faut pas pleurer en gros plan et tout, alors que euh, bah, Godard, il l'a fait par exemple, dans Vivre sa vie avec Anna Karina, une scène connue où elle regarde un film de Dreyer où elle pleure en gros plan et tout. Donc, bah, enfin, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de. Enfin, ouais, je pense que la plupart des gens arrivent quand même à comprendre le second degré, mais si en tant pis, c'est qu'ils n'étaient pas la cible. Tu vois? Je veux dire, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave s'ils comprennent pas parce que, eh ben, on peut pas parler à tout le monde tout le temps. Quels sont tes films préférés que les gens n'aiment pas? Bah, en fait, c'est trop facile de dire les gens, parce qu'en fait, les gens, toi, tu entends peut-être le grand public. Et donc, du coup, alors qu'en fait, bah, moi, je traîne dans un milieu quand même assez cinéphile et tout. Enfin, je parle quasiment que des cinéphiles. Et même sur Twitter, tu vois, les gens qui me suivent, ils me suivent, il y a une grande partie qui me suivent au moins pour le cinéma. Il y a d'autres qui me suivent pour le prod ou d'autres, tu vois, qui me détestent, mais il y a quand même une partie qui me suit vraiment pour le cinéma. Et donc, du coup, j'ai des interactions. Alors, enfin, tu vois, je ne saurais même pas te dire. Quel film, moi j'ai adoré et les autres ont détesté parce qu'en fait je suis biaisé à partir de là. Mais en fait, si tu prends n'importe quel film d'auteur, tu vas sur Allociné, tu vas voir que la presse a mis 3 étoiles ou 4 étoiles ou je sais pas quoi. Ah, c'est sur 5, attends, on va dire ouais, 4 étoiles, 4 et les spectateurs ont mis 2 étoiles et demie parce qu'en fait, ils attendaient autre chose, tu vois. Ils se retrouvent face à un film d'auteur, un truc un peu contemplatif, et puis c'est pas ce qu'ils voulaient voir, et donc du coup, ils vont là, c'était chiant, ils mettent 1 étoile. Et donc, tu vois, à ce moment-là, la majorité des films que j'aime, si tu veux, ils vont être dans ce cas-là. Quelle est ta lecture politique du cinéma? Bah, la lecture politique, elle fait partie d'un ensemble de choses. Je vais poser en touche, mais non, mais bien sûr, tu as toujours à me donner la question, c'est quel est le message qui est véhiculé. Tu peux forcément te poser la question. Est-ce qu'il n'y a aucun message? Est-ce que c'est un film nihiliste? Est-ce que c'est un film, je sais pas quoi? Après, forcément, tu regardes tout. Tu regardes l'histoire, tu regardes les rebondissements dans le scénario pour voir si, ok, c'était prévisible, enfin, tu vois, genre, c'est un que c'est prévisible, ça fait genre une demi-heure que tu regardes un truc, tu connais la fin. Tu fais, c'est bon, je connais toutes les étapes, ça va me saouler, on arrête les conneries. Il y a ce côté-là, il y a la mise en scène, est-ce que la mise en scène est un peu intéressante et surtout, est-ce que le film arrive à profondément, on va dire, à m'émouvoir parce que c'est bien joué, parce que c'est bien filmé, parce que l'histoire, elle arrive à créer des enjeux complexes dans lesquels, en fait, on arrive à avoir une touche d'universalité, un truc comme ça, tu vois. Et c'est ça la question. Et évidemment, l'aspect politique est intéressant. Par exemple, tu vois, j'avais comment on appelle ça? Un débat avec Dream Focus, je sais pas si tu vois qui c'est, à propos d'un film kazakh qui s'appelle L'Assaut. C'est un film qui est vraiment nihiliste où en fait il y a des mecs qui sont perdus dans la pampa au milieu de nulle part dans les steppes. Il y a leur école, il y a une école dans le village qui se fait prendre d'assaut par des mecs armés. Et puis en fait on va voir les bras cassés du village s'armer pour essayer de reprendre leur école parce qu'en fait la police elle met trop de temps à venir. Effectivement il y a de la neige. Enfin je veux dire c'est pas facile d'accéder à cette région-là. Donc, du coup, ils sont livrés à eux-mêmes, il y a un abandon des services de l'État et tout. Donc, sur ce côté-là, il y a un aspect politique, tu vois, mais je trouve qu'en fait, le film passe à côté de la véritable question. C'est pourquoi est-ce que il y a des rebelles qui se mettent à prendre en otage une école au Kazakhstan, dans la Pampa. Parce que il y a 2 ans, je crois en 2022, si je ne me trompe pas, il y a eu des tentatives insurrectionnelles au Kazakhstan, notamment près de la ville d'Almaty, où ils voulaient que leur ancien président, bon, il arrête d'être présent et tout, pour voilà, fait du passé en fait table rase, bon, il commence à saouler un peu. Mais tu vois, genre, on n'était pas sur le même genre de révolte. Tu vois, je crois pas qu'il y ait pris d'otages d'école ou ce genre de choses. Et c'était vraiment dans la plus grande ville du pays. Et donc, du coup, je me demande à quoi fait écho, en fait, tout simplement, euh, ce, euh, cette, euh,
cette prise d'otage-là, politiquement, je trouve qu'elle fait écho à rien dans la situation kazakh. Et donc, du coup, je trouve que c'est difficile, en fait, de croire comment dire, au fondement de l'histoire de base, quoi. Et donc là, je trouve politiquement, il y avait vraiment un problème parce que, ouais, je trouve ça aurait été plus intéressant. Comment dire, ces terroristes, ils se faisaient écho à quelque chose à des vraies revendications de la population, et ça aurait pu être encore plus intéressant parce que du coup, t'as les propres gens, ils veulent libérer les gens dans leur école, mais du coup, en fait, ils vont se friter avec des gens avec qui ils pourraient peut-être à peu près être d'accord, et à la fin, t'as l'État qui bute tout le monde, tu vois. Et tu te rends compte, et là, tu auras un message encore plus nihiliste, encore plus enfin, tu te souviens, ça aurait rajouté plus de complexité. Enfin, il y aurait quelque chose. Et que je trouve, il n'y a pas dans le film l'assaut à cause de ça. Donc, voilà. Donc, si tu veux, je le regarde aussi, bien évidemment. Mais ça m'empêche pas de trouver certaines scènes très belles, certaines scènes assez absurdes et tout, de penser que c'est pas forcément un mauvais film, mais de voilà, penser que ça aurait pu être mieux avec plus de politique. Tu vois, le message politique, là, est assez. Il aurait pu être aller plus loin. Quels sont les films mainstream que tu aimes? J'en parle souvent, j'aime bien Fast and Furious 5, 6, j'aime bien Mission Impossible 1, 2, 4, 5, 6, enfin voilà, j'aime ça. J'aime bien Sexy Dance 3, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai bon film. Hein. Aimer Fast and Furious, est-ce une façon pour toi de faire du populisme? Non, mais il y a aucun populisme, parce que si vous êtes un populiste, je dirais du bien de Star Wars, donc je trouve ça nul à chier. Je dirais du bien de Avengers, donc je trouve ça nul à chier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, comment dire, il y a des films qui ont une vraie proposition, je trouve, qui arrivent à fonctionner. Tu vois, genre Fast and Furious, Tokyo Drift. Et il y a quelques moments de poésie qui marchent bien. Il y a quelques moments où l'alchimie entre les personnages fonctionne. T'as 2, 3 personnages qui sont un peu intéressants. D'ailleurs, le personnage, il s'appelle Han. Dans Tokyo Drift, c'est tellement intéressant qu'en fait, il meurt dans Tokyo Drift, et donc du coup, pour le réutiliser, ils ont fait passer Tokyo Drift, c'est quoi? C'est le 4, le 5 et le 6 avant Tokyo Drift pour pouvoir le réutiliser. Dans le 7, bon, on essaie de le venger, et puis après, dans le 9, il revient, tu vois, genre il revient de nulle part et tout pour servir à rien, et pareil dans le 10. C'est pour te dire qu'en fait, tu vois, que c'est créer un personnage intéressant dans toute la franchise, et ils vont le ressortir à toutes les sauces, même après qu'il soit mort, tu vois. Donc, non, tu vois, il y a des qualités, tu vois, du coup, ils font du drift, mais il y a des moments où vraiment, juste, ils sont en train de nous féliciter, et ça fonctionne, tu vois, il y a un petit côté, c'est sympa, il y a, tu vois, c'est pas, je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais la mise en scène tient la route, c'est efficace, et puis, ouais, ça marche, tu vois, et Tokyo Drift, Fast and Furious 5, c'est même le réalisateur du coup que le 3. Et puis donc, ils se sont dit, bon, ouais, on va faire un film de classe à l'ancienne et tout, ça va être bourrin, ça va être bête, ça va être un actionneur, on arrête les conneries avec les voitures tunées et tout. Et c'est un film bourrin, efficace, avec des personnages charismatiques, il y a The Rock et tout, il a la classe. Tu vois, et puis après, il s'aligne avec du coup, Vin Diesel et tout, il y a un conflit, il y a de l'affrontement, il se passe un truc, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, ça fonctionne. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne dans la mise en scène, c'est bien filmé, c'est bien rythmé. Voilà, et la scène à la fin, d'ailleurs, la scène à la fin de Fast and Furious 5, où ils sont en train de traîner un coffre dans les rues de je sais plus quelle ville, Rio, je sais pas quoi, elle est tellement bien qu'ils ont repris au début du 10. Ils ont refait, enfin, il y a exactement la même scène, mais cette fois, on te montre avec un angle différent pour te teaser le grand méchant, qui du coup, là, du coup, ça devient nul à chier, parce qu'en fait, on n'avait pas, enfin, ça casse le rythme de la séquence, on l'a déjà vu, on n'est pas obligé de revoir ça, et tu vois, ça montre que, en fait, la saga Fast and Furious, c'est quelles sont les qualités, le personnage de Han et Fast and Furious 5, tu vois, voilà. Qu'en est-il des classiques? Quels sont tes titres préférés? Ça dépend de quel film tu parles, parce que tu cites Robocop, Total Recall, c'est Paul Verhoeven, c'est très bien. Terminator 2, franchement, James Cameron, il s'est un peu sorti le dos du cul pour proposer une suite qui n'était pas la même chose que l'original, et ça, franchement, c'est à souligner, avec la séquence, pareil, au début, on ne sait pas trop, on pense que le Terminator, il est méchant, et en fait, non, et puis, il y a un côté, enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Terminator 2, ça se trouve, c'est pas ça du tout, mais bon, voilà, il y a ça, et puis, par contre, Judge Dredd, c'est un peu de la merde, tu vois. Je veux dire, c'est un peu marrant, le début, je l'ai jugé, j'avais un habit, je l'ai jugé, oh là là, je suis la loi et tout.
Ok, c'est un peu drôle, mais c'est pas la même chose. Tu vois, tu peux pas traiter de la même manière un film de Paul Verhoeven et Judge Dredd. Dans l'un, t'as un auteur qui met à peu près tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a, dans les termes de critique du système politique et tout, et dans l'autre, t'as un film con d'action, un peu débile, avec Stallone, qui est débile et tout, enfin, et ça va pas pisser plus loin, alors qu'en fait, bah, Total Recall et Robocop, c'est des putains de grands films. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est comme si tu compares Judge Dredd avec Stallone et Rambo, tu vois, il n'y a pas du tout le même, même Rambo 1 et Rambo 2, tu vois, il n'y a pas le... Tu vois, je veux dire, en fait, pour moi, la nostalgie est forcément mal placée, tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, un film que t'as aimé quand t'étais petit, quand j'étais petit, je regardais Armageddon en boucle, tu vois, mais je sais que c'est de la merde, tu vois, maintenant je peux plus le regarder, mais parce que, bah, tu vois, à un moment donné, j'ai eu mes premiers poils, et puis, franchement, tu vois, j'ai accédé à la maturité, et certains, voilà, ils restent un verbe, mais ils n'accèdent pas à la maturité, donc c'est compliqué pour eux. Et donc, mais ouais, non, il faut, à un moment donné, il faut savoir se dire, bah non, ça c'était bien dans mon enfance, tu vois, genre Jurassic Park, et ben je trouve toujours que c'est un bon film. Mais par contre, bah ouais, non, Star Wars, c'est plus possible. Tu vois, genre, voilà, parce que j'ai grandi. Y a-t-il des comédies françaises qui trouvent grâce à tes yeux? Bah, il y en a des petits films partout, il y en a des biens. Mais le problème, c'est qu'en fait, là où il y en a des biens, c'est que c'est pas des films qui sont faits juste parce qu'en fait, on a mis Franck Dubosc et puis, je sais pas, Christian Clavier, hop, et tout, ça va être rigolo et donc on va mettre du fric, tu vois. Enfin, c'est des comédies qui sont faites pour être diffusées le dimanche après sur TF1 en prime time et tout. Et ça, bien sûr, ça va être pourri parce qu'il n'y a pas de réalisateur derrière, il n'y a personne qui a une vision artistique à aucun niveau. Tu Dubosc qui vient juste pour encaisser le fric et c'est tout. Mais à côté, tu as parfois des auteurs qui ont envie de faire rire et qui savent faire rire et qui vont faire des comédies plutôt intéressantes. Moi, je pense, j'adore La Loi de la Jungle. La Loi de la Jungle, c'est sorti quoi? Ça a dû être sorti en 2016. D'Antonin Perret-Jacquot, je sais pas le prononcer, avec Vincent McCain, avec Vima Laponce, et donc du coup c'est un mec, il est stagiaire, la France est occupée par les stagiaires parce que c'est le mois d'août, et donc du coup il doit aller en Guyane pour faire je sais pas quoi, suivre Guyanais, parce qu'il veut faire une station de ski en Guyane, et il doit être là pour faire respecter les normes et tout, et donc du coup c'est une farce en fait sur euh, bon, déjà sur le projet de faire un truc de neige en Guyane, mais sur l'inadéquation des normes européennes avec un territoire comme la Guyane. Et à l'époque, je savais que j'allais arriver en Guyane. Enfin, tu vois, il est sorti, je sais pas, un mois ou 2 mois avant que j'aille en Guyane. Donc, du coup, je l'ai regardé, ça m'a fait beaucoup marrer et tout. C'était, euh, c'était très drôle. Et donc, dans ce cas, par exemple, ça, c'était très bien. Il y a d'autres films. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas, mais parle-moi Orange Sanguine de Maurice. Mais c'est quoi son prénom? Je sais plus. Euh, et bien, du coup, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. C'est une comédie grinçante sur la politique française, enfin, tu vois, c'est un peu beau, enfin, un peu, ça va très loin. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'était très drôle. Mais tu vois, c'est un mec, il a ce style d'humour, tu aimes, t'aimes pas. Mais c'est pas un film qui est là consensuel, qui est là pour caresser le public dans le sens du poil. Au contraire, même Orange Sanguine, c'était un film qui va exciter tes instincts réactionnaires, où en fait, un mec, c'est un violeur et tout, et puis tu vas être bien content qu'il soit puni et tout. Enfin, tu vois, il y a ce côté-là, voilà. Tu penses quoi de la star du moment, Jonathan Cohen? Mais j'en pense rien, Jonathan Cohen. Parfois, il y a des films où il est bon. Je pense dans Énorme de Sophie Le Tourneur, qui est une bonne comédie française aussi. Il est très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il joue un mec qui est là, genre obsédé par l'idée d'avoir un enfant. Et en fait, il est lui-même, tu vois, mais du coup, en fait, on voit que ses absents le conduisent à être un parfait connard qui pousse sa compagne à tomber enceinte sans son consentement et tout, et à être hyper présent dans la grossesse, à vouloir tout faire pour que ça se passe exactement comme il veut, et que, bah, du coup, sa femme, elle est complètement éclipsée de sa propre grossesse. Et dans tout le film, ça consiste à ce que lui, il soit mis de côté pour que la femme puisse réussir à vivre sa grossesse, tu vois, et je sais pas, un truc, je vais pas dire un truc spirituel avec la naissance et la femme, mais tu vois, mais bon, il y a un côté de ce ordre-là. Du coup, c'est intéressant. Mais après, tu veux me le mettre dans un autre film, je m'en fous totalement de Jonathan Cohen, tu vois, je suis pas. Enfin, tu vois, genre, je sais pas si les comiques, tu vois, c'est compliqué parce que même si quelqu'un il fait un spectacle, tu peux le trouver drôle dans un film, euh, même si le rôle a été écrit pour lui, ça va dépendre, tu vois, il a très peu de marge de manœuvre en fait.
Et donc, en fait, bien souvent, bah, il va y avoir le piège d'être redondant, de faire toujours ce qu'on sait faire. Et, euh, et juste que ce soit pourri, en fait. Le fait de jouer toujours la même chose, c'est normal. Je veux dire, John Wilde, il a dit qu'il a jamais joué qu'un seul personnage, c'était John Wilde, et que ça a plutôt réussi. Et je crois pas, moi, au contre-emploi. Tu vois, je crois pas aux personnages qui est utilisé à contre-emploi. Il y a peut-être un ou deux contre-emplois dans l'histoire du cinéma qui fonctionnent. Il y a genre Henry Fonda dans Il était une fois dans l'Ouest. Mais sinon, le contre-emploi, ça marche pas. Tu vois, le contre-emploi, j'ai un qui fait, attends, mais lui, c'est pas un comique, pourquoi ce top lui veut jouer un acteur dramatique? Ça marche pas, tu vois, ça détonne. Il y a Robert Bresson qui disait que, un acteur, il peut pas être, alors c'est pas exactement ça, il peut pas être à la fois César et Napoléon en même temps, tu vois, il faut choisir. Tu peux, enfin voilà, et tu peux pas, si tu crois dans un rôle, tu peux difficile après de croire dans un autre type de rôle. C'est comme ça qu'après, tu as, tu vois, Robert De Niro, qui devient une caricature de lui-même au fur et à mesure. Es-tu d'accord avec la critique de Bégodeau sur Marlon Brando qui surjoue trop? Un bon acteur est devenu peu à peu celui qu'on voyait jouer. C'est qu'il nous donnait des marques de son talent, quoi, qui affichait son talent, voilà. Et donc, bon, bah, on va le voir jouer de plus en plus. Donc, bon, pour moi, le premier de ça dans l'histoire du cinéma américain, mais il y en a sans doute avant, mais je veux dire, celui, c'est Brando. C'est Brando qui vient de cette culture-là. Je ne sais pas s'il est passé par Stanislavski, mais quelque chose comme ça. Il fait partie de ses cours à vérifier, parce que je ne sais pas exactement quel est son parcours. Mais il a beaucoup fait sur Brando, alors c'est pas le plus... Tout à fait. Mais en tout cas, à l'écran, moi, ça me frappe beaucoup. C'est d'abord, alors je le dis tout de suite, moi, il me pourrit tous les films, Bordeaux. T'aurais pas aucun. C'est dire, oui, bien, quand même, le parrain, j'aime bien. Hein. Mais moi, la première scène du parrain, je l'avais dit à propos de ce film qui est sorti récemment, qui s'appelle Le Traître, qui est un film de Bellocchio, un film italien, et qui est un film sur la mafia. Donc la mafia des années 80. Et vraiment, en voyant le film et la façon dont Bellocchio faisait jouer les mafieux enfin, incarnait la mafia et les mafieux à l'écran, et surtout en souvenir d'un documentaire que j'avais vu sur ces mafieux réels des années 80, les mafieux siciliens, l'origine même de la mafia, je me disais, mais vraiment, Brando, mais quel con, parce qu'il nous a complètement induit en erreur sur ce que c'est qu'un parrain de la mafia. Vous voyez, mais allez voir ce documentaire sur, je ne sais plus comment s'appelle, ce grand parrain des années 80 qui a zigouillé à peu près tous les camps concurrents, mais qui est le plus grand barbare de l'histoire de la mafia, et qui est espèce de petit clou, qui a une tête de paysan. Moi, ça m'a rappelé les voisins en Vendée. Enfin, je veux dire, vraiment, avec des petits polos comme ça. D'abord, il y avait des gens avec qui j'ai grandi en Vendée, quoi, par exemple, j'aime beaucoup. C'est pas le sujet. Et Brando, nous la joue le brasse, tu sais, en patate dans la bouche, selon la légende. Après, comme ça, on dirait Mitterrand vers la fin. Bon. Se retrouve un peu, elle joue toujours le Conte, vraiment l'espèce de statut du commandeur, quoi. Hein, vous voyez, bon. Mais non, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc là, pareil, péché contre le réel, on fait du mauvais travail. Et donc, au bout du compte, dans la première scène du parrain, on ne voit que Brando. Ça ne documente pas du tout ce que peut être un parrain de la mafia. Ça documente, en gros, en train de faire son malin. Bon, et moi, c'est pas ce que je demande au cinéma, encore une fois. Et ben, moi, je t'avoue, comment dire, le premier film que j'ai vu avec Marlon Brando, c'était Le Parrain. Donc, pareil, j'avais 15 ans, donc ça m'a pas choqué. Mais je l'ai pas revu forcément depuis. Peut-être que je l'ai pas revu depuis les 18 ans ou 20 ans, tu vois. Mais donc, du coup, forcément, mon souvenir est très, très éloigné. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est une caricature. Tu vois, c'est la bouche cassée, t'as ton machin, la voix, c'est facilement imitable, tu vois. Bon, oui, il en a trop fait. Mais pour te répondre de manière générale, ben non, j'aime pas ça du tout, en fait. Pour moi, un acteur, il doit limite pas avoir à jouer, en fait. Il doit... J'aime pas ce côté à se dire, ouais, tu vois, genre Daniel Day-Lewis, quand il va jouer le dernier des Mohicans, tu vois, il va vraiment se prendre pour un Mohican, tu vois, il va être dans la forêt, il va chasser, et puis si jamais il chasse rien, il ne pas, tu vois, pour être dans le rôle du personnage, pour moi, c'est vraiment être un mauvais acteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est être un mauvais acteur, c'est que, il y a une anecdote qui est connue avec, je sais plus quel acteur qui se retrouve face à Dustin Hoffman dans Marathon Man ou un truc comme ça. Et les deux, en fait, ils devaient jouer la course, ils sont épuisés. Dustin Hoffman, il court et tout. Et puis il arrive, il est épuisé. Et puis t'as l'autre, il joue juste le mec essoufflé. Et tout, bah ouais, bah, il y en a un qui sait jouer et pas l'autre. Et puis moi, je trouve que de toute façon, tout ça, c'est de la communication pour avoir des Oscars. Enfin, tu vois, quand il dit, ouais, il s'est investi dans son rôle et tout. Bah, moi, je suis désolé. Moi, il y a rien qui m'aime plus qu'un acteur amateur chez Robert Bresson ou chez Bruno Dumont. Et tu vois ce que je veux dire, c'est que parfois, t'as même pas besoin de savoir jouer. En fait, la mise en scène, elle fait tout. T'as un réalisateur qui dit, bon, bah maintenant, tu pleures, tac, tu regardes caméra, tu regardes par là, tac, 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 et tu dis ta phrase, oh non, plus comme ça, plus machin, hop, on la refait.
Et c'est bon, en fait, moi, j'ai du mal avec ce culte de l'acteur comme ça qui va te délivrer une performance et tout. Moi, je trouve que non, c'est bien quand tu as un réalisateur qui t'est capté ce qu'il faut capter et qui arrive à perturber l'acteur pour que ça soit naturel. Pourquoi n'as-tu jamais répondu à Wissam et à sa vidéo où il critique ta position sur l'abstention? Mais parce que je l'ai même pas vu, sa vidéo. Il le sait que je l'ai pas vu. Parce qu'en fait, non, mais le truc, c'est qu'en fait, il était déjà de mauvaise foi, rien que dans le titre. Tu vois, genre, il me fait dire un truc que j'ai pas dit. Allez, c'est bon, tu vois. Et puis, genre, quand c'est sbire, comment dire, il reformulait sa vidéo, c'était que des choses que j'avais pas dites. Et donc, du coup, c'est bon, calme-toi. Donc, non, franchement, ça m'intéresse pas. Du coup, c'est marrant, dès que je le vois, je lui rappelle, j'ai pas vu ta vidéo. Et du coup, as-tu changé d'avis sur le vote? Tu n'es plus abstentionniste? Non, tu rigoles, j'ai absolument pas changé d'avis. Bon, regarde, je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Je disais, Macron allait être élu, qu'est-ce qui est arrivé? Macron allait être élu. Je disais, les législatives, et du coup, ce sera la bourgeoisie qui aura le pouvoir. Oh, quelle surprise, c'est la bourgeoisie qui a le pouvoir. Bon, du coup, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, vous allez vous mobiliser, écoutez, voilà, je pense que, qu'est-ce que vous voulez, mais bon, ça sert pas à grand-chose. Et surtout, se cristalliser sur ce truc du vote, se cristalliser dessus, tu vois. Et du coup, maintenant, regarde. Et j'avais prédit aussi que après, qu'est-ce qui se passe? Et une fois que les gens, ils sont tristes, ils sont démobilisés, et après, ils encaissent. Mais tu vois, genre là, il n'y a plus de... C'est quoi la prochaine séance? Là, ils sont en train de se battre pour les européennes. Et qu'est-ce qu'on s'en fout des élections européennes? Enfin, je t'avoue, c'est pas une élection très intéressante, très passionnante. Oh mon Dieu, le Rassemblement national va battre tous les records. Oh là là, comme d'habitude, aux élections intermédiaires, peut-être sur la France insoumise va faire un score correct. Et puis voilà. Et puis, en fait, c'est déjà écrit, tu vois. Il y a déjà le truc qui est déjà écrit et ça va pas. Comment dire, je ne crois pas que l'élection puisse faire changer un truc fondamentalement dans nos vies ou dans le système politique. Parce qu'en fait, si jamais Mélenchon passe au second tour, que ce soit contre Macron, que ce soit contre Le Pen, tu aurais eu toute la bourgeoisie qui serait mise à paniquer, tu aurais fait ressortir tous les documentaires sur Mao, sur Chavez, sur la Corée du Nord et tout, et puis on aurait eu un truc, ouais, les chars de Moscou sont à Paris, sont à nos portes et tout, enfin... Tu ne votes pas car tu ne te sens pas concerné? Bah si, ça va me toucher. Bien sûr que si, ça va me toucher. Parce que même, j'ai fait des simulations pour les impôts. Je payais moins d'impôts avec Jean-Yves Mélenchon que actuellement. Donc j'ai regardé. Non, mais si, bien sûr que si, ça va me toucher. C'est que si les politiques publiques elles vont me toucher sur un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a forcément, si, ça va avoir un impact sur moi, évidemment, ça va avoir un impact sur moi. Alors peut-être que de toute façon, là, je suis pas dans la précarité la plus totale, donc forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est les mecs dans les quartiers défavorisés, ils votent pas non plus. En Guyane, il y a un taux d'abstention incroyable. Pourtant, les mecs, c'est les premiers. Je veux dire, c'est les premiers à dire qu'ils sont abandonnés et tout. Et ils ont raison, ils sont abandonnés. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, c'est pas une position de blanc privilégié ou je sais pas quoi. C'est comment dire, ceux qui ont peut-être le plus à gagner à voter, enfin, à ce qu'il y ait un renversement du système, et ben c'est pas eux qui votent. Et surtout, enfin moi je veux savoir maintenant c'est quoi l'échéance, tu vois. Non, là l'échéance peut-être, les gens, tous les médias sont en train de parler de 2027, est-ce qu'on va mettre Gabriel Attal, est-ce que ça va être Gabriel Attal contre Parnella, ou bien contre Marine Le Pen, ah là, mon Dieu, comment ça va se passer? C'est bon, enfin tu vois, je veux dire, c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette opposition qui a été créée de toutes pièces, enfin en quoi est-ce que c'est intéressant, tu vois, je veux dire, les médias, ils ont déjà choisi, ou ils continuent à choisir, tu vois, mais genre voilà, ils fixent leur petit scénario, leur petit truc, leur petite supposition. C'est comme si toi, tu regardes Naruto, tu fais des spéculations, est-ce que machin, le truc est bidule. Naruto étant le seul personnage que je connais de ce manga, j'ai pas pour finir la métaphore, mais t'as compris. Que faut-il faire, mis à part ne pas voter? Eh ben moi je pense qu'il faut suivre un peu comment dire les colères, comment dire, c'est plus des actes, on va dire là. Bon, il y avait le truc des agriculteurs, bon ça a rien donné, mais tu vois c'est plus ce genre de choses là. Il faut regarder, voir qu'est-ce qu'il dit, il faut politiser, il faut faire en sorte d'aller dans un certain sens. Enfin tu vois ce que je veux dire pour obtenir
des concessions, tu vois, de la bourgeoisie. Pour l'instant, tu vas pas pouvoir obtenir plus que des concessions, mais il faut essayer de chercher ces concessions. Alors là, les agriculteurs n'ont pas cherché dans le bon sens. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il faut créer un rapport de force parfois avec la bourgeoisie pour savoir est-ce que qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce que tu peux demander. Bah ouais, les réformes des retraites, c'est pas bien, tu vois. Il y avait des grèves, il y avait des trucs, voilà, les gens étaient pas contents, les gens ils ont fait grève, les gens ils se sont mobilisés. Bon les gens ils se sont fait écraser. Bon voilà, il faut faire un gros compte. Tu regardes quoi sur YouTube? Mais là, je t'avoue, j'ai plus le temps de regarder YouTube. Je regarde des débriefs de Formule 1. Voilà, c'est ça, le seul truc que je regarde sur YouTube. Quelques vidéos de jeux vidéo. Tu vois, quand chez Chounet ou le jour du grenier sort une vidéo, je regarde. Je regarde les vidéos de Paduring lorsque ça m'intéresse. Je fais une stream parce qu'il en fait trop. Et d'Admira, je regarde quand il parle de moi, tu vois, mais sinon, j'ai pas le temps, en fait, j'ai pas le temps. Et puis surtout, en fait, je regarde plus de films. D'accord, je regarde un film par semaine. La semaine dernière, j'ai regardé 0 film. Je ne lis plus depuis 7 mois. Tu vois, ça fait 7 mois, j'arrive plus à lire. Tu vois, genre, j'ai pas le temps. Donc du coup, à un moment donné, forcément, tu vois, je veux dire, si j'ai le choix entre regarder un film, regarder des conneries sur YouTube, je vais essayer de regarder un film. Tu vois. Là, je prends du temps pour toi, et toi, c'est du temps, j'aurais pu passer à jouer à un jeu vidéo, à lire, à regarder un film, tu vois, faire soit une activité artistique, culturelle, tu vois, soit à faire un loisir que j'aime bien, tu vois, mais le YouTube, c'est vraiment, si je regarde YouTube, c'est en fond, pendant que je joue à un jeu vidéo qui s'y prête, tu vois. Pour finir, tu penses que tu n'es plus confus? Ouais, tu vois, mais non, mais du coup, c'est ça qui est très marrant, c'est que je suis sans doute plus confus que ce que veulent croire certains mecs d'extrême droite. Enfin, pas confus. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, je connais sans doute mieux leurs auteurs que, tu vois, genre, j'ai écrit des articles sur des films dans le journal de l'Action française, c'est pour te dire, tu vois, je fais l'éloge de Bruno Dumont dans leur revue, et les mecs, tu vois, je me fais traiter, mais tu sais, comme tu sais, genre, d'un migrationniste, un mec qui va faire rentrer tous les Arabes en France, des trucs comme ça, et tu te dis, mais de quoi tu parles, tu vois ce que je veux dire? Et alors que, en fait, non, juste parce que j'ai dit, non, je veux dire, la personne là qui est immigrée, elle mérite d'avoir un toit. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne mérite pas d'être pas d'être à la rue, tu vois. Et donc il y a ce côté-là en fait où il y a, comment dire, en fait, j'ai l'impression que les gens essaient de se créer une sorte un avatar de la personne qui est en face, où ça devient juste une caricature. Pas forcément que ce que tu penses est un peu plus complexe que forcément ce que tu renvoies. Et puis moi, j'en joue. Tu vois, c'est marrant quand je parle avec des gens de gauche, je vais dire, je vais ressortir mes références de films de propagande nazie que j'aime bien. Et quand je vais parler avec un mec de droite, je vais ressortir mes films de propagande de l'URSS que j'aime bien. Et donc du coup, c'est ça qui est un peu marrant. Après, non, je pense que dans la confusion, je pense, je suis de moins en moins confus, tu vois, je veux dire, je suis de plus en plus propre à ce niveau-là. Je veux toujours avoir 2-3 relents réactionnaires, mais comme tout le monde, tu vois. Après, je sais que c'est des relents réactionnaires, mais tu vois, genre, par exemple, fut un temps, tu vois, la transsexualité, ça me posait un peu, enfin, je trouve que c'est bizarre, tu vois, et tout. Puis finalement, en fait, c'est bon, tu vois, genre, en fait, j'ai plus de soucis avec ça. Et puis, je sais, l'immigration, mais bon, et en fait, non, en fait, c'est plus mon problème non plus. Tu vois, ce que je veux dire, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens viennent, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'en fait, ils soient bien. Ceux qui sont en France, on va pas les renvoyer, c'est sûr. Mais donc, du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour les accueillir dans des conditions de vie décentes. Les gens, ils ont pas à être à la rue. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les pays à se développer. Je parle même pas d'une internationale, enfin tu vois, mais c'est l'idée, tu vois. Je veux dire, est-ce que si nous on arrêtait d'avoir tel ou tel comportement vis-à-vis de tel ou tel pays, est-ce que ça améliore les choses ou non? Enfin, tu vois ce que je veux dire, la question du néocolonialisme. En fait, au début, c'était des questions que parfois j'arrivais pas à me poser parce que c'était un biais un peu réac, tu vois, où tu dis, non, c'est comme ça, tu vois, les gens ils souffrent, c'est pas grave, tu vois, je sais pas quoi. Et en fait, si, non, je veux dire, si on peut, comment dire, faire en sorte que les gens vivent mieux, c'est quand même, on va dire, quelque chose de sympa, tu vois, genre, c'est sympa. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.